La conjoncture économique qui demeure marquée par la hausse des prix des produits pétroliers qui se répercute à la fois sur les marchés internationaux et au niveau local, avec des effets directs sur le coût de la vie et l'activité économique. Parallèlement, le processus électoral est à l'arrêt à la suite d'une décision du Conseil électoral provisoire, suscitant des interrogations quant à la stabilité institutionnelle et aux perspectives de gouvernance. Pour approfondir ces sujets, nous recevons sur le plateau de Métro News ce soir le docteur Deus Desronettes, docteur en économie et spécialiste de la gouvernance. Docteur Deus Desronettes, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir docteur Barthélemy et bonsoir à tout le monde qui nous regarde. Merci pour l'invitation. Merci à vous également d'être avec nous sur ce plateau. La guerre au Moyen-Orient n'est pas sans conséquences sur Haïti et l'une des principales qui est aujourd'hui visible, c'est la hausse des prix des produits pétroliers. Une décision qui a été actée la semaine dernière, fin de la semaine dernière, principalement le 2 avril 2026. Monsieur Desronettes, plus d'un estime que le gouvernement pouvait avoir d'autres possibilités pour justement ne pas arriver à augmenter les prix des produits pétroliers. Est-ce également votre avis? Pour les questions de la guerre, quand on prend les impacts, que ce soit on prend des impacts directs, il y aura aussi des impacts indirects. Et notamment, c'est ce qui nous arrive en Haïti, puisqu'on parle de la guerre, on n'en parle pas, on ne parle pas il n'y a pas de conférence, il n'y a rien. Et c'est comme en tout cas, pas assez, effectivement. Oui, tout à fait. C'est comme si on n'est pas concerné. Oui, on n'est pas concerné directement, mais indirectement, on est concerné. Et aujourd'hui, avec cette question de hausse du prix de carburant, on comprend c'est comme si on était dans la guerre. Et aujourd'hui, que ce soit pour ceux qui sont plus pauvres ou les personnes des petites bourses, du moins les personnes qui sont dans les secteurs privés des affaires, donc tout le monde aujourd'hui est concerné par cette augmentation de prix. Mais est-ce que le gouvernement a d'autres choix? Oui, on peut toujours avoir d'autres choix puisque on est en gouvernance. Cependant, les décisions stratégiques demandent de la planification, certaines fois. Donc c'est une décision stratégique, selon vous? Écoutez, la gestion même du carburant, c'est une question stratégique. Pour un gouvernement, quand on a un produit transversal, dès qu'on touche à ce produit, on peut toucher l'ensemble des autres produits. Ce produit est devenu un produit stratégique. Mm-hmm. Donc, à ce moment, la façon dont on touche à ce produit, la façon dont on gère ce produit, tout cela devient dans la stratégie, de la stratégie. Alors, parlons justement de la transversalité du carburant. Comment est-ce que ce gouvernement va devoir éviter cet effet domino que cette hausse va avoir sur tous les domaines pratiquement, que ce soit sur l'alimentaire, que ce soit sur le transport? Comment le gouvernement peut éviter cet effet domino? Je ne crois pas que le gouvernement peut éviter, mais je crois que le gouvernement doit accompagner la décision qu'il a prise. Par exemple, on ne peut pas... tout le monde dit que c'est difficile. Oui, on sait qu'on est en situation de gouvernance difficile. Mais cependant, dès que la décision a été arrêtée pour augmenter les prix, c'est pour dire qu'on touche aux autres secteurs et on est au sein d'une économie déjà fragilisée, déjà en crise, où il y a près de 50% de la population qui soit dans la pauvreté extrême. Donc c'est pour dire la décision d'augmenter le prix du carburant est devenue pas une décision de trop, mais une décision qui frappe fort par rapport à notre réalité. Pour moi-même, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, notamment. De quelle forme, par exemple? Il y a deux possibilités. Mm-hmm. Bon, maintenant, on laisse de côté la première, c'était est-ce que le gouvernement a la possibilité ou les moyens nécessaires pour, disons, absorber le coût d'augmentation, pour dire on va subventionner déjà à la pompe. Bon, ce qui ne sera plus le cas, justement. Ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on a, suivant les données du PAM,
6 500 000 Haïtiens dans la faim et qu'il n'y a pas eu un programme ou une politique publique qui adresse cette situation. Et aujourd'hui, on trouve que sur ces personnes qui sont déjà dans la pauvreté extrême, qu'il y a une augmentation de produits qui va aussi impacter les produits de première nécessité. En effet. Donc, à ce moment, on n'a pas le choix que d'aller vers une considération du salaire minimum. Il faut augmenter le salaire minimum. Donc, après cette considération, on rencontre les personnes concernées pour l'augmentation du salaire minimum. Il faut aussi aller vers une... On ne peut pas aller vers une indexation de salaire dans la fonction publique, mais cependant, il faut aller vers quand même une augmentation de salaire dans la fonction publique. Donc, c'est difficile, on peut dire qu'il n'y a pas de moyens, mais c'est comme quelque chose qui soit imposé à nous. Parce que c'est arrivé, on n'a pas planifié la guerre, on n'a pas planifié non plus comment nous ajuster par rapport aux conséquences et aux impacts. C'est arrivé sur nous de manière non planifiée, de manière ponctuelle. Mais maintenant, nous aussi qui sommes dans la gouvernance, vous devez trouver un moyen pour faire face à cette réalité. Docteur Deshonnette, vous parlez effectivement du salaire minimum, mais considérons une bonne partie de la population, telles que les personnes qui sont déplacées, qui sont dans les centres d'accueil, notamment à cause de la violence des gangs. Quelle considération, quel accompagnement ces personnes doivent avoir, puisque nous savons que la majeure partie d'entre eux ne travaillent pas forcément? Dès qu'on est en situation de gouvernance exceptionnelle, donc on devrait avoir une sorte de planification d'actions exceptionnelles à poser. Notamment, le gouvernement qui est déjà un gouvernement intérimaire, qui a des moyens limités, et en plus, les conséquences de la crise sécuritaire aggravent cette situation de précarité. Cependant, les personnes qui sont là, dès qu'on parle de gouvernement, on parle de ces personnes qui sont responsables du bien-être des autres. On a l'impression que malheureusement, ils ne comprennent pas cet aspect de la gouvernance. Alors, c'est la responsabilité première de ceux qui dirigent. Comment trouver le bien-être de l'autre et comment défendre le bien-être collectif. Donc, à ce moment ou à ce carrefour, il est important à ce que le gouvernement prenne des décisions exceptionnelles d'accompagnement. Pour moi-même, les questions de... donner des plats chauds, par exemple? Non, mais les questions de plats chauds, de kits alimentaires sont dépassées. Aujourd'hui, on doit commencer à voir comment mettre en place de vrais programmes de protection sociale universelle obligatoire. Maintenant, quand on a des personnes qui sont de petites bourses ou les personnes qui sont vulnérables, qui ont laissé par la pression des gangs leur demeure pour s'installer dans des abris provisoires, ces personnes qui peuvent être, qui peuvent être des patients, non pas en gestation, mais qui sont là, qui sont hypertendus ou du moins diabétiques, dès qu'on apporte un plat chaud, maintenant, qui a diagnostiqué ces personnes pour dire ce plat chaud va faire du bien à cette personne qui va consommer ce plat? Ou du moins, est-ce que ce plat n'est pas parmi les aliments qui sont interdits de consommation par rapport à cette personne qui soit hypertendue ou du moins ou une autre maladie quelconque? Mais maintenant, dès qu'on donne, par exemple, un chèque qui vienne de cette disposition de protection sociale pour la personne a le choix maintenant de déterminer suivant je dirais son régime alimentaire, et si c'est une personne qui souffre d'une maladie quelconque. Donc, on peut avoir des choix. Mais maintenant, aujourd'hui, on donne aux personnes, on donne aux gens parce qu'on doit donner. Mais ce n'est pas pour protéger les gens. Ce n'est pas pour sauvegarder leur dignité ou du moins même leur état de santé. Donc aujourd'hui, le gouvernement devrait accompagner cette catégorie dont nous parlons, notamment à travers des dons, principalement en espèces. Oui, maintenant, nous avons des institutions au sein de la gouvernance. L'État doit notamment à travers le ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales, la Caisse d'assurance
sociale. Il faut mettre vraiment en branle ces institutions pour qu'on puisse venir aux besoins et subvenir aux besoins de ces gens. Malheureusement, on dirait que l'État ne comprend pas encore ce niveau de responsabilité. Mais il faut qu'il y ait des programmes vraiment des programmes spéciaux, mais il faut que c'est la planification de certaines politiques publiques spécifiques. Alors, outre la question de la hausse des produits pétroliers, il y a aussi au cœur de l'actualité nationale la question électorale. Donc, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, par rapport au non-rétablissement de la sécurité jusqu'à date, croyez-vous, avez-vous la ferme assurance que les élections vont toujours se tenir en Haïti cette année 2026? Je n'ai pas cette confiance, malheureusement. Sur le plan politique, en Haïti, on dit qu'on peut faire tout, même en dehors de la planification. Mais les questions électorales, pour moi-même, restent et demeurent une question, c'est un processus qui exige une planification. Et cette planification exige à ce qu'il y ait des dispositions qui soient prises sur le plan technique. Et comme on est en situation de crise, il faut qu'il y ait aussi des dispositions stratégiques sur le plan politique. Quel type de dispositions? Par exemple, l'accord qui doit permettre la réalisation des élections. Moi-même, avec mes groupes de réflexion, de travail, mes groupes politiques, notamment le groupe Initiative et Concertation Nationale, on a lancé un plaidoyer contre le pacte, pour nous autres qui est un pacte non inclusif, et aussi qui a des faiblesses énormes. Notamment, on n'a pas fixé, et ce n'est pas clair, les responsabilités du chef du gouvernement. Ce n'est pas aussi clair la date de la fin de son mandat. Mais le pacte a été signé par plusieurs partis notamment. Maintenant, ce carrefour, qu'est-ce que vous comptez faire? Eh bien, on fait ce qu'on devrait faire comme politique. On est allé vers une sorte de... On plaide pour qu'il y ait un amendement au pacte. Donc cet amendement pourra permettre à ce que les autres personnes qui ne sont pas signataires dans la démarche puissent avoir la possibilité de discuter et de s'impliquer dans la démarche électorale. Ce n'est pas trop tard? Ce n'est jamais trop tard pour respecter les principes, parce que le pacte n'a pas respecté les principes. Et surtout, quand on est en situation de crise, il faut qu'on puisse aller vers... il faut qu'on soit un rassembleur. Il faut qu'on puisse laisser des portes ouvertes. Mais maintenant, quand on a un gouvernement qui n'a pas fixé sa date de fin de mandat, imaginez une seconde que le CPT n'a pas fixé les dates. On n'était pas ferme à ce que le CPT laisse le pouvoir le 7 février 2026. Jusqu'à aujourd'hui encore, on aura le CPT comme interlocuteur, comme représentant. Mais aujourd'hui, dès qu'on met la fin du mandat du gouvernement par rapport au calendrier électoral, un calendrier électoral que le gouvernement peut demander à tout moment au CEP de modifier. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc maintenant, on peut dire que pour la question de fin de mandat, c'est flou et la feuille de route n'est pas encore publique. Le décret d'application pour l'accord qui a été signé le 21 février, donc c'est pas clair. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'on puisse poser comme question, mais pour dire, même si on laisse ces éléments de côté, mais comment on peut convoquer un peuple dans les questions électorales pendant que ce peuple vit avec toutes les inquiétudes possibles dans notre maison, dans les rues, et dès qu'on est en Haïti, on est dans l'insécurité. Comment maintenant on peut demander à quelqu'un qui va être président de réaliser des campagnes? Par exemple, à Carrefour, on peut aller réaliser des meetings. Vous, en tant qu'ancien député, vous le saviez très bien, effectivement. Eh bien voilà, donc aujourd'hui, ce Carrefour fonctionne, mais Carrefour ne fonctionne pas sur les dictées de l'État. Donc pour vous, c'est insensé de parler élection aujourd'hui dans ce contexte? Moi-même, je pense qu'on pourrait parler d'élection, mais il faut parler d'élection avec beaucoup plus de responsabilité.
avec beaucoup. Il faut parler d'élection comme élection, c'est une démarche pour qu'on puisse prendre en main les destinées d'un peuple, les destinées de notre patrie. Ce n'est pas quelque chose qui soit vague. OK, vous voulez des élections et voilà, vous voulez des dirigeants, on a des dirigeants pour vous. Pour moi-même, c'est un exercice démocratique qui exige une forme de responsabilité de la part des dirigeants. Et c'est donc sur ces mots que nous mettons fin à cette entrevue. Merci infiniment à vous, Dr Desronette. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir invité et merci à ceux qui nous regardent. Et c'était un plaisir d'être... Pour nous aussi. Voilà. Pour nous aussi, merci beaucoup. Voilà donc cette entrevue avec le docteur Deus Desronette. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on parlait dans un premier temps de la hausse des prix du carburant et ensuite des questions électorales.